Shirley de Charlotte Brontë. Chapitre 13. Shirley cherche à se sauver par de bonnes œuvres. D'ailleurs, je sais qu'il épousera Shirley, furent les premières paroles de Caroline lorsqu'elle s'éveilla le lendemain matin. Et il faut qu'il l'épouse. Elle peut lui venir en aide, ajouta-t-elle avec fermeté. Mais lorsqu'ils seront mariés, je serai oubliée, dit-elle aussitôt avec amertume. Je serai oubliée. Et que ferai-je lorsque mon Robert sera perdu pour moi? Que deviendrai-je? Mon Robert? Oh, que ne puis-je l'appeler ainsi? Mais je suis la pauvreté et l'impuissance, moi. Shirley est la richesse et le pouvoir. Elle est la beauté aussi et l'amour. Je ne puis le nier. Ce mariage n'est point une sortie d'alliance. Elle l'aime, non d'un amour vulgaire. Elle l'aime, ou elle l'aimera. Comme il doit être fier de se voir aimé. Aucune objection de quelque valeur ne peut s'élever. Qu'il se marie donc alors. Mais après, je ne serai plus rien. Quant à être sa sœur et à le considérer désormais comme un frère, j'en méprise la pensée. Je veux être tout ou rien pour un homme comme Robert. Aussitôt qu'ils seront unis, certainement, je les quitterai. Quant à rester ici, auprès d'eux, jouant l'hypocrite et affichant de calmes sentiments d'amitié, quand mon âme sera déchirée par d'autres sentiments, jamais je ne descendrai à une telle dégradation. Je me sens aussi peu capable de jouer le rôle de leur amie commune que celui de leur mortel ennemi. Robert est un homme remarquable à mes yeux. Je l'ai aimé, je l'aime, et je dois l'aimer. Je voudrais être sa femme, si je le pouvais. Comme je ne le puis, je ne dois plus le revoir. Il n'y a qu'une alternative, m'attacher à lui, comme si j'étais une partie de lui-même, ou être séparée de lui, comme les deux pôles d'une sphère. Que la Providence nous sépare alors, et nous sépare promptement. Ces réflexions occupaient encore son esprit à une heure avancée de l'après-midi, lorsqu'un des personnages qui remplissaient sa pensée vint à passer devant la fenêtre du parloir. Miss Kildare marchait lentement. Sa démarche, son expression, avaient ce mélange de rêverie et de nonchalance qui leur était habituel. Lorsqu'elle s'animait, la nonchalance disparaissait. Son air pensif, se mariant avec une douce gaieté, donnait à son rire, à son sourire et à son regard un parfum de sentiment tout particulier. « Pourquoi donc n'êtes-vous pas venu me voir cet après-midi, ainsi que vous me l'aviez promis ?»« Je n'étais pas d'humeur, » répondit Miss Elstone avec beaucoup de vérité. Shirley avait déjà fixé sur elle un regard pénétrant. « Non, dit-elle, je vois que vous n'êtes pas d'humeur à m'aimer. Vous êtes dans votre sombre et triste disposition d'esprit, lorsque la présence d'une compagne a l'air de vous ennuyer. Vous avez de semblables moments, le savez-vous? Avez-vous l'intention de rester longtemps, Shirley? Oui, je suis venue pour prendre le thé, et je veux le prendre avant de partir. Je me permettrai donc la liberté de me débarrasser de mon chapeau sans attendre votre invitation. Ce qu'elle fit, puis elle resta debout, les mains derrière le dos. Jolie expression que vous avez dans votre physionomie, continua-t-elle, regardant toujours Caroline avec son regard perçant qui exprimait plutôt la pitié que tout autre sentiment. Vous paraissez disposée à vous renfermer sur vous-même, pauvre biche blessée, cherchant la solitude. Avez-vous peur que Shirley ne vous tourmente, si elle découvre que vous êtes blessée et que votre plaie est saignante? Je n'ai jamais peur de Shirley. Mais quelquefois vous avez de la répugnance pour elle. Souvent vous l'évitez. On ne peut dédaigner ni éviter Shirley sans qu'elle s'en aperçoive. Si vous n'étiez pas revenu hier à la maison en la compagnie que vous savez, vous seriez une toute différente fille aujourd'hui. À quelle heure êtes-vous arrivée à la rectorerie? Vers 10 heures. Vous avez mis 3/4 d'heure pour faire 1 mille. Est-ce vous ou Moore qui avez ralenti le pas? Shirley, vous dites des absurdités. C'est lui qui vous a dit cela, je n'en doute pas. Ou il en a eu l'intention, ce qui est 100 fois pire.
Je vois encore la réflexion de ses yeux sur votre front en ce moment. Je serais disposée à l'appeler sur le terrain si je pouvais seulement trouver un second sur qui je puisse compter. Je suis horriblement irritée. Je l'étais hier soir, et je l'ai été toute la journée. Vous ne me demandez pas pourquoi, continua-t-elle après une pause. Vous, petite, silencieuse et trop modeste enfant. Et vous ne méritez pas que je verse mes secrets dans votre sein sans votre invitation. Sur ma parole, je me sentais disposée hier soir à guetter Moore avec de cruelles intentions. J'ai des pistolets, et je sais m'en servir. Vous plaisantez, Shirley? Qui auriez-vous tué, moi ou Robert? Ni l'un ni l'autre. Peut-être. Moi-même, qui sait? Plus probablement une chauve-souris ou une branche d'arbre. Votre cousin est un fat. Un fat calme, sérieux, sensé, judicieux, et rempli d'ambition. Il me semble le voir debout devant moi, parlant avec son air moitié sérieux, moitié enjoué, me dominant, ce que je sens parfaitement, avec sa fixité de dessin, etc. Et alors je ne puis le souffrir. Miss Kildare se mit à parcourir rapidement la chambre, répétant énergiquement qu'elle ne pouvait souffrir les hommes en général, et son tenancier en particulier. « Vous vous trompez ?» dit Caroline, un peu alarmée. « Robert n'est ni un fat, ni un Lovelace. J'en puis répondre. »« Vous ? En répondre ? Est-ce que vous pensez que je m'en fierais à vous sur ce sujet ? Il n'est pas de témoignage que je ne sois disposée à croire plutôt que le vôtre. Dans l'intérêt de Moore, vous vous couperiez la main droite. Mais je ne mentirai pas. Et si je dis la vérité, je puis vous assurer qu'il n'a été que poli envers moi hier soir. Voilà tout. Je ne vous ai pas demandé ce qu'il avait été. Je peux le deviner. Je le vis de la fenêtre prendre votre main, dans ses longs doigts, aussitôt qu'il eut passé ma porte. Cela n'est rien. Je ne suis pas une étrangère, vous le savez. Je suis une ancienne connaissance, et de plus, sa cousine. Je suis indignée, répondit Miss Kildare. Tout mon bonheur, en ce moment, ajouta-t-elle, est détruit par ses manœuvres. Il s'interpose entre vous et moi. Sans lui, nous serions inséparables. C'est lui qui est cause des perpétuelles éclipses de notre amitié. À chaque instant, il traverse et obscurcit le disque que je voudrais toujours voir lumineux. À tout moment, il me rend un objet d'ennui et de déplaisir pour vous. Non, Shirley, non. J'ai dit la vérité. Vous n'avez pas éprouvé le besoin de ma société cet après-midi, et j'en ai été très affligée. Vous êtes naturellement un peu réservé, mais moi j'aime la société. Je ne peux vivre seule. Si nous n'étions pas contrariés, je vous aime tant que je voudrais vous avoir en ma présence continuellement, et jamais il ne m'arrive, même pour une seconde, de désirer votre absence. Vous ne pouvez en dire autant par rapport à moi. Shirley, je peux dire tout ce que vous voudrez. Shirley, je vous aime. Vous me souhaiterez à Jéricho demain, Lina. Non. Chaque jour je me sens plus accoutumée, plus attachée à vous. Vous savez que je suis trop anglaise pour me laisser entraîner tout d'un coup par une véhémente affection. Mais vous êtes si au-dessus du commun, vous êtes si différente de toutes les jeunes ladies, que je vous estime, je vous apprécie. Vous ne m'êtes jamais à charge, jamais. Croyez-vous à ma parole? En partie, reprit Miss Kildare, avec un sourire quelque peu incrédule. Mais vous êtes une singulière fille, calme comme vous le paraissez. Il y a en vous, quelque part, une force et une profondeur qu'il est difficile de découvrir ou d'apprécier. Certainement, vous n'êtes pas heureuse. Et ceux qui ne sont pas heureux sont rarement bons. Est-ce là ce que vous voulez dire? Nullement. Je veux dire plutôt que les gens qui ne sont pas heureux sont souvent préoccupés, et peu d'humeur à discourir avec des compagnons de ma nature. D'ailleurs, il y a une sorte de malheur qui non seulement attriste, mais dévore, et celui-là, je le crains, est le vôtre. La pitié peut-elle vous servir à quelque chose, Lina? Dans ce cas, recevez-en de Shirley. Elle vous en offre largement et de la plus pure qualité. Shirley, je n'eus jamais de sœur. Vous n'en eûtes jamais non plus. Mais je sens en ce moment ce que doivent être les sentiments de deux sœurs l'une pour l'autre. Une affection, enracinée à leur vie, qu'aucun choc ne peut ébranler. Que les petites querelles froissent un instant, afin qu'elles se redressent plus fraîches et plus vives lorsque la pression a disparu.
Une affection qu'aucune passion ultérieure ne peut détruire, que l'amour même ne peut qu'égaler en force et en constance. L'amour nous blesse si cruellement, Shirley. Il nous cause de telles angoisses, de telles tortures, et nos forces sont consumées et détruites par ces flammes. L'affection n'a ni tourment, ni flamme, mais elle est la consolation et le baume. Je me sens consolée et soulagée lorsque vous seulement, êtes près de moi, Shirley. Me croyez-vous maintenant? Je crois toujours facilement ce qui me cause du plaisir. Nous sommes donc réellement amis, Lina, en dépit de la noire éclipse. Bien réellement, répondit Caroline, attirant Shirley près d'elle et la faisant asseoir. Et quoi qu'il puisse arriver. Alors, nous allons parler d'autre chose que de notre perturbateur. Mais en ce moment, le recteur entra, et le sujet dont Miss Kildare voulait entretenir Caroline fut laissé de côté jusqu'au moment où elle se disposa à partir. Elle s'arrêta alors quelques minutes dans le corridor pour dire « Caroline, il faut que je vous dise que j'ai un grand poids sur l'esprit. Ma conscience est troublée, comme si j'avais commis, ou si j'étais sur le point de commettre, un crime. Ce n'est pas ma conscience privée, vous devez comprendre, mais ma conscience de propriétaire et de seigneur du manoir de Fieldhead. Je suis tombée dans les serres d'un aigle aux griffes de fer. Je suis sous une influence de sévérité que je n'approuve guère, mais à laquelle je ne peux résister. Quelque événement arrivera avant qu'il soit peu, auquel je n'aime pas à penser. Pour soulager mon esprit, et pour prévenir le mal autant qu'il est en mon pouvoir, j'ai l'intention d'entreprendre une série de bonnes œuvres. Ne soyez pas surprise. En conséquence, si vous me voyez devenir furieusement charitable, je n'ai pas la moindre idée de la manière dont je dois commencer, mais vous me donnerez quelques conseils. Nous parlerons plus sur ce sujet demain. Veuillez prier cette excellente personne, Miss Henley, de venir à Fieldhead. J'ai quelque velléité de me mettre sous sa direction. N'aurait-elle pas une précieuse élève? Donnez-lui à entendre, Lina, que bien qu'avec d'excellentes intentions, je suis d'un caractère un peu nonchalant, afin qu'elle soit moins scandalisée de ma complète ignorance touchant les sociétés de bienfaisance et autres choses semblables. Le lendemain, Caroline trouva Shirley gravement assise à son bureau, avec un livre de comptes, une liasse de banknotes et une bourse bien remplie devant elle. Elle paraissait fort sérieuse, mais quelque peu embarrassée. « Je viens, dit-elle, de jeter un coup d'œil sur la dépense hebdomadaire de ma maison, en cherchant sur quoi je pourrais retrancher. J'ai eu une conférence avec Mistress Gill, la cuisinière, et cette personne est sortie avec la conviction que j'ai le cerveau dérangé. Je l'ai chapitrée, d'une façon toute nouvelle pour elle, sur son devoir d'être soigneuse. J'ai été moi-même étonnée de mon éloquence sur le texte de l'économie, car vous le voyez, cette idée est pour moi tout à fait neuve. Je n'avais jamais pensé à cela. Je n'en avais jamais parlé. Mais tout cela n'était que de la théorie, car lorsque j'en suis arrivée à la partie pratique, il m'a été impossible de retrancher un shilling. Je n'ai pas eu la fermeté nécessaire pour supprimer une seule livre de beurre, ou pour suivre une enquête sur la destinée des graisses, du lard, du pain, des viandes froides, etc. Je sais que nous n'avons jamais d'illumination à Fieldhead, et cependant, je n'ai pas eu le courage de lui demander ce que signifiait la consommation d'une prodigieuse quantité de livres de chandelle. Nous ne blanchissons pas pour la paroisse, et cependant j'ai examiné en silence des articles de savon et de poudre à blanchir, montant à un chiffre fabuleux. Je ne suis point carnivore. Mistress Prior et Mistress Gill elles-mêmes le sont peu, et cependant, j'ai ouvert de grands yeux en voyant le total décompte du boucher, qui prouvait ce fait, cette fausseté, je veux dire. Caroline, vous pouvez vous moquer de moi, mais vous ne pouvez me changer. Je suis poltronne sur certains points, je le sens. Il y a un bas alliage de lâcheté morale dans ma nature. J'ai rougi et baissé la tête devant Mistress Gill, lorsqu'elle aurait dû implorer ma clémence. Il m'a été impossible de lui donner à entendre, à plus forte raison de lui prouver qu'elle était une friponne. Je n'ai aucune dignité calme, aucun vrai courage. Shirley, comme vous vous calomniez, mon oncle, qui n'a pas l'habitude de bien parler des femmes, dit qu'il n'y a pas 10 000 hommes dans toute l'Angleterre aussi véritablement courageux que vous. Je suis courageuse, physiquement. Je n'ai jamais peur du danger.
Je ne fus point ému quand le grand taureau rouge de M. Wine, se dressant avec un mugissement devant moi lorsque je traversais seul la prairie des Primevères, baissa sa tête terrible et féroce et se précipita sur moi. Mais j'avais peur de voir la honte et la confusion sur le visage de mistress Gill. Vous avez 2 fois, 10 fois, ma force d'esprit sur certains sujets, Caroline. Vous que rien ne pourrait engager à passer auprès d'un taureau, quelque doux qu'il paraisse, vous eussiez fermement fait voir à ma femme de charge qu'elle avait mal agi. Puis vous l'eussiez sagement et doucement réprimandée, et enfin, j'en suis persuadée, pourvu qu'elle se fût montrée repentante, vous lui eussiez généreusement pardonné. Je suis incapable d'agir ainsi. Cependant, en dépit de ces dépenses dans les limites de nos moyens, j'ai en main de l'argent avec lequel je dois réellement faire quelque bien. Les pauvres de Briarfield souffrent cruellement. Il faut qu'ils soient secourus. Que pensez-vous que je dois faire, Lina? Ne vaudrait-il pas mieux leur distribuer l'argent en une fois? Non, certainement, Shirley. Vous ne devez pas agir ainsi. J'ai souvent remarqué que toute votre charité consiste à distribuer des shillings et des demi-couronnes d'une manière généreuse et négligente, qui donne lieu à de perpétuels abus. Il vous faut un Premier ministre, ou vous vous jetterez vous-même dans une inextricable série d'embarras. Vous ayez nommé Miss Henley, je m'adresserai à Miss Henley, et d'ici là, promettez-moi de rester tranquille et de ne pas commencer à jeter votre argent. Combien vous en avez, Shirley? Vous devez vous trouver bien riche avec tout cela. Oui, je le suis, en effet. Cette somme n'est pas immense, mais je me sens responsable de sa disposition. Et réellement, cette responsabilité pèse sur mon esprit plus lourdement que je n'aurais pu m'y attendre. On dit qu'il y a dans Briarfield des familles sur le point de mourir de faim. Quelques-uns de mes paysans sont dans une position misérable. Je dois et je veux les secourir. Il y a des gens qui disent que nous ne devons pas donner d'aumône aux pauvres Shirley. Ces gens-là sont profondément insensés. Pour ceux qui n'ont pas faim, il est fort aisé de discourir sur la dégradation de la charité, etc. Mais ils oublient la brièveté de la vie aussi bien que son amertume. Nul de nous n'a longtemps à vivre. Aidons-nous donc les uns les autres dans les moments de détresse et d'affliction, autant que nous le pouvons, sans nous mettre le moins du monde en peine des vains scrupules de la philosophie. Mais vous secourez les autres, Shirley. Vous avez déjà l'habitude de donner beaucoup? Pas assez. Je dois donner davantage, ou je vous le dis, le sang de mon frère criera quelque jour vers le ciel contre moi. Car après tout, si des incendiaires politiques venaient d'allumer l'incendie dans le village et que ma propriété fût attaquée, je la défendrais comme une tigresse. Je sais que je la défendrai. Laissez-moi prêter l'oreille à la miséricorde pendant qu'elle est près de moi. La voir une fois étouffée par les cris de provocation des scélérats. Je serai rempli d'ardeur pour résister et réprimer. Si une fois les pauvres s'assemblent sous forme de populace, je dois me montrer à eux comme aristocrate. S'ils me bravent, je dois les défier. S'ils attaquent, je dois résister. Et je résisterai. Vous parlez comme Robert? Je sens comme Robert, seulement avec plus d'ardeur. Qu'il s'attaque à Robert ou à sa fabrique, ou à ses intérêts, et je les haïrai. À présent, je ne suis point une patricienne et je ne regarde point les pauvres qui m'environnent comme des plébéiens. Mais si une fois ils emploient la violence envers moi ou les miens, et veulent nous imposer des conditions, la pitié pour leur misère et le respect pour leur pauvreté feront place chez moi au mépris pour leur ignorance et au ressentiment de leur insolence. Shirley, comme vos yeux étincellent. Parce que mon âme est en feu. Voudriez-vous, plus que moi, laisser Robert écrasé par le nombre? Si j'avais votre pouvoir pour aider Robert, je voudrais en user, comme vous entendez le faire. Si je pouvais être pour lui une amie, comme vous pouvez l'être, je voudrais demeurer à ses côtés, comme vous entendez le faire, jusqu'à la mort. Et maintenant, Lina, si vos yeux ne lancent pas des éclairs, ils brillent cependant. Vous baissez vos cils, mais j'ai vu s'allumer une étincelle. Cependant, le moment de combattre n'est pas arrivé. Ce que je voudrais pouvoir faire, c'est prévenir le mal. Je ne puis oublier, ni le jour ni la nuit, que ces amers sentiments du pauvre contre le riche ont été engendrés par la souffrance. Il n'aurait pour nous ni haine ni envie, s'il ne nous croyait
pas beaucoup plus heureux qu'eux. Pour adoucir cette souffrance et par là même diminuer cette haine, laissez-moi donner largement mon superflu, et afin que la donation soit plus efficace, faisons-la sagement. Pour cela, donnons place dans nos conseils au bon sens calme, éclairé et pratique. Ainsi, allez me chercher Miss Henley. Sans attendre un mot de plus, Caroline mit son chapeau et partit. Il paraîtra étrange peut-être que ni elle ni Shirley n'aient songé à consulter Mistress Prior sur le sujet en question. Mais elles agissaient sagement en s'abstenant. La consulter, elle le savait instinctivement, c'eût été la jeter dans le plus pénible embarras. Elle était beaucoup plus instruite, plus expérimentée que Miss Henley. Mais pour de l'énergie administrative et de l'activité exécutive, elle n'en avait aucune. Elle eût souscrit volontiers, pour sa modeste obole, à toute œuvre charitable. Elle faisait l'aumône en secret, mais elle n'était pas capable de prendre aucune part dans une œuvre de charité publique et sur une large échelle. Quant à l'organiser, cela était tout à fait hors de question. Shirley le savait, et c'est pourquoi elle ne troubla point Mistress Prior par d'inutiles conférences, qui pouvaient seulement lui rappeler sa propre incapacité, sans produire aucun bien. Ce fut un beau jour pour Miss Henley, que celui où elle fut appelée à Fieldhead pour délibérer sur un projet qui rentrait si bien dans ses vues. Lorsque, assise à la place d'honneur devant une table avec du papier, des plumes et de l'encre, et ce qui valait mieux que tout cela, de l'argent comptant devant elle, on la pria de dresser un plan régulier pour distribuer des secours aux pauvres de Briarfield. Miss Henley, qui les connaissait tous, qui avait étudié leurs besoins, avait souvent vu de quelle façon ils pourraient être plus efficacement secourus si les moyens de secours pouvaient être trouvés. Miss Henley était tout à fait compétente dans la question, et une joie douce s'empara de son cœur lorsqu'elle se vit à même de répondre clairement et promptement aux pressantes questions qui lui étaient adressées par les deux jeunes filles, lorsqu'elle leur montra par ses réponses quelle précieuse connaissance elle avait acquise de la condition des pauvres qui vivaient autour d'elle. Shirley mit 300 guinées à la disposition de Miss Henley, dont les yeux se remplirent de douces larmes à la vue de cet argent, qui lui représentait de la nourriture pour ceux qui avaient faim, des vêtements pour ceux qui étaient nus, des médicaments pour les malades. Elle rédigea aussitôt un plan simple et judicieux pour l'emploi de cette somme, et elle assura Shirley et Caroline que des temps plus heureux ne tarderaient pas à arriver, car elle ne doutait point que l'exemple donné par la châtelaine de Fieldhead ne fût bientôt suivi par d'autres. Elle voulait essayer de réunir quelques souscriptions additionnelles et formait un fonds, mais il fallait qu'elle consultât d'abord le clergé. Sur ce point, elle était péremptoire. M. Elstone, le docteur Boultby, M. Hall devaient être consultés, car non seulement il fallait soulager les pauvres de Briarfield, mais aussi ceux de Winbury et de Nunneley. Il y aurait de sa part de la présomption à faire la moindre démarche sans y être autorisé par eux. Les membres du clergé étaient des êtres sacrés aux yeux de Miss Henley. Quelle que pût être l'insignifiance de l'individu, sa fonction en faisait un saint homme. Les vicaires même, qui dans leur triviale arrogance étaient à peine dignes de dénouer les cordons de sa chaussure ou de porter son parapluie de coton, passaient à ses yeux, dans son sincère enthousiasme, pour de jeunes saints. Peu importait qu'on lui fît remarquer clairement leurs petits vices et leurs énormes absurdités, elle ne les pouvait voir. Elle était aveugle pour les défauts ecclésiastiques. Le blanc surplis pouvait couvrir une multitude d'imperfections. Shirley, connaissant cette innocente infatuation de la part de celle qu'elle venait de choisir pour son premier ministre, stipula expressément que les vicaires n'auraient pas voix délibérative pour l'emploi de l'argent. Les recteurs devaient avoir la haute main, et l'on pouvait se fier à eux. Ils avaient quelque expérience, quelque sagacité, et M. Hall, au moins, avait de la sympathie et une bienveillance dévouée pour ses paroissiens. Mais quant aux jeunes, sous leurs ordres, il fallait les tenir à l'écart et leur apprendre que la subordination et le silence étaient ce qui convenait le mieux à leur âge et à leur capacité. Ce fut avec une espèce d'horreur que Miss Henley entendit un pareil langage. Caroline, cependant, la calma en prononçant quelques mots à la louange de M. Sweeting. Sweeting était le favori de Miss Henley.
Elle s'efforçait de respecter messieurs Malone et Dawn, mais les tranches de pâtisserie et les verres de vin de Primevère qu'elle avait offerts à Sweeting toutes les fois qu'il était venu la visiter dans son petit cottage étaient toujours donnés avec une attention et des sentiments tout maternels. Elle avait une fois offert la même frugale collation à Malone, mais ce personnage avait affecté pour son offre un si évident mépris qu'elle ne s'était jamais aventurée à la renouveler. Elle servait souvent aussi ce régal à Dawn et se trouvait heureuse de lui voir manifester son approbation d'une manière évidente en mangeant 2 tranches de gâteau et en mettant une 3e dans sa poche. Infatigable quand il s'agissait de faire le bien, Miss Henley se fut aussitôt mise en route et eut entrepris une tournée de 10 milles pour voir les 3 recteurs, leur soumettre le plan et solliciter leur approbation. Mais Miss Kildare lui interdit cette démarche et proposa comme amendement de réunir le clergé en petit comité le soir même à Fieldhead. Miss Henley y assisterait et le plan serait discuté en conseil privé. Shirley fit donc appeler à Fieldhead messieurs les recteurs, et avant l'arrivée de Miss Henley, elle soutint la conversation avec eux de la plus aimable façon. Elle s'était chargée elle-même du docteur Boulby et de monsieur Elstone. Le premier était un vieux gallois, entêté, violent, obstiné, mais qui n'en faisait pas moins beaucoup de bien, peut-être avec un peu trop d'ostentation. Le dernier, nous le connaissons. Elle avait pour tous deux une sympathie amicale, surtout pour le vieux Elstone, et il lui en coûtait peu d'être charmante pour eux. Elle leur fit faire le tour du jardin, elle leur cueillit des fleurs, elle se montra comme leur fille dévouée. Elle laissa M. Hall à Caroline, ou plutôt ce fut aux soins de Caroline que M. Hall se confia lui-même. M. Hall recherchait la société de Caroline dans toutes les réunions où il se trouvait avec elle. Ce n'était pas généralement un dameré, quoiqu'il plût à toutes les dames. C'était un dévoreur de livres, qui avait la vue basse, portait lunettes et était sujet à de fréquentes distractions. Pour les vieilles ladies, il était bienveillant comme un fils. Il convenait aux hommes de tout état et de toute condition. La sincérité, la simplicité, la franchise de ses manières, la noblesse de son intégrité, la réalité et l'élévation de sa piété lui gagnaient des amis dans tous les rangs. Ses pauvres clercs et sacristains l'affectionnaient. Le noble patron de son bénéfice avait pour lui une haute estime. C'était seulement avec les jeunes, belles, fashionable et élégantes ladies qu'il se trouvait un peu timide. Étant lui-même un homme simple d'aspect, de manières, de langage, il paraissait craindre leur pétulance, leur vivacité, leur élégance et leurs grands airs. Miss Caroline Elstone n'avait ni pétulance, ni grands airs, et son élégance native était du genre le plus calme, comme la beauté de ces fleurs qui se cachent sous les haies. M. Hall était un facile, joyeux et agréable causeur. Caroline aussi pouvait causer dans le tête-à-tête. Elle aimait avoir M. Hall dans les réunions, prendre un siège à côté d'elle, et la préserver ainsi de Pierre-Auguste Malone, de Joseph Dawn ou de John Sykes. Et M. Hall ne manqua jamais de se prévaloir du privilège toutes les fois qu'il le pouvait. Une semblable préférence montrée par un célibataire à une lady non mariée eût assurément, dans les cas ordinaires, donné lieu à la médisance. Mais Cyril Hall avait 45 ans, était légèrement chauve, commençait à grisonner, et jamais personne n'avait dit ou pensé qu'il pût se marier avec Caroline Elstone. Il ne le pensait pas lui-même. Depuis longtemps, il avait épousé ses livres et sa paroisse. Sa bonne sœur Marguerite, portant lunettes et savante comme lui, le rendait heureux dans sa position de célibataire. Il pensait qu'il était trop tard pour changer. En outre, il avait connu Caroline lorsqu'elle n'était qu'une charmante petite fille. Elle s'était même assise plusieurs fois sur ses genoux. Il lui avait acheté des joujoux et donné des livres. Il sentait que l'amitié qu'elle avait pour lui était mêlée d'une sorte de respect filial. Pour rien au monde, il n'eût voulu essayer de donner une autre couleur aux sentiments de cette jeune fille. Et son âme sereine pouvait servir de miroir à une charmante image, sans se sentir troublée par la réflexion. Lorsque Miss Henley arriva, elle fut accueillie affablement par tout le monde. Mistress Prior et Marguerite Hall lui firent une place sur le sofa au milieu d'elle,
et lorsqu'elles furent assises toutes trois, elles formèrent un trio qui eût prêté à rire à de joyeux étourdis. Une veuve d'un âge mûr, et deux vieilles filles à lunettes, mais qui n'en avaient pas moins sa valeur, ainsi que le pouvaient attester les pauvres et les malheureux. Shirley exposa l'affaire et développa le plan. « Je connais la main qui l'a tracée, » dit M. Hall, jetant un coup d'œil à Miss Henley et souriant bénignement. Son approbation était gagnée. Poulby écouta et délibéra le front baissé et la lèvre inférieure avancée. La chose lui paraissait trop importante pour qu'il donnât son consentement à la légère. Elstone regarda autour de lui d'un air éveillé et soupçonneux, comme s'il eût craint que quelque artifice féminin ne fût à l'œuvre, et que quelque personnage en jupon n'essayât, en dessous-main, d'acquérir une trop grande importance. Shirley saisit et comprit l'expression de son regard. « Le projet n'est rien, » dit-elle nonchalamment. « C'est seulement un canevas, une simple suggestion. Vous êtes priés, messieurs, de faire vous-même un règlement. » Et elle s'en fut aussitôt chercher le pupitre à écrire, se souriant malicieusement à elle-même en se penchant sur la table où il se trouvait. Elle en tira une feuille de papier, une plume neuve, approcha de la table une chaise à bras, et présentant sa main à Elstone, lui demanda la permission de l'y installer. Pendant une minute, il fit quelques difficultés et plissa d'une façon étrange son front bronzé. À la fin, il murmura. « Bien, vous n'êtes ni ma femme ni ma fille, et je me laisserai faire pour cette fois. Mais faites-y attention. Je sais que vous me mettez dedans. Vos petites manœuvres féminines ne m'aveuglent point. »« Oh !» dit Shirley, plongeant la plume dans l'encre et la lui mettant dans la main. « Vous devez me regarder aujourd'hui comme le capitaine Kildare. Ceci est tout à fait une affaire de gentleman, la vôtre et la mienne, docteur. Les ladies que voilà sont seulement destinées à être nos aides de camp, et elles parlent à leur risque et péril, jusqu'à ce que nous ayons réglé toute cette affaire. » Souriant d'une façon qui ressemblait fort à une grimace, M. Elstone se mit à écrire. Il s'interrompit bientôt pour adresser des questions et consulter ses collègues, tantôt levant un œil dédaigneux sur les têtes bouclées des deux jeunes filles et sur les têtes graves des vieilles ladies, tantôt regardant les lunettes et les têtes grises des deux autres prêtres. Dans la discussion qui suivit, les trois recteurs montrèrent à leur grand honneur une connaissance approfondie de la condition des pauvres de leur paroisse, et même une expérience minutieuse des besoins individuels de chacun. Chaque recteur savait où le besoin de vêtements se faisait sentir, où la nourriture était la plus urgente, où un secours d'argent pouvait être accordé le plus judicieusement et sans crainte d'abus. Toutes les fois que la mémoire venait à leur faire défaut, Miss Henley ou Miss Hall, si elles en étaient priées, leur venaient immédiatement en aide. Mais ni l'une ni l'autre ne parlait sans y être invitées. Ni l'une ni l'autre ne tenait à se mettre en avant. Elles n'avaient toutes deux que le désir sincère de se rendre utiles, et le clergé voulant bien le leur permettre, elles acceptaient le bienfait avec reconnaissance. Shirley se tenait debout derrière les recteurs, s'appuyant de temps à autre sur leurs épaules pour jeter les yeux sur les articles du règlement, prêtant une oreille attentive à tout ce qui se disait, et par intervalles se permettant encore son étrange sourire qui n'avait rien de méchant, mais qui était significatif. Trop significatif pour qu'on le crût généralement aimable. Rarement les hommes aiment que d'autres hommes lisent trop clairement leurs sentiments et leurs pensées les plus intimes. Il est bon pour les femmes, particulièrement, d'être douées d'un doux aveuglement, d'avoir des yeux faibles et qui ne pénètrent jamais au-dessous de la surface des choses, qui prennent toute chose pour ce qu'elle paraît être. Beaucoup, convaincus de ceci, tiennent systématiquement leurs cils baissés, mais l'œil le plus voilé a toujours une échappée par laquelle il peut, à l'occasion, jeter un regard sur la vie. Je me rappelle avoir vu une fois une paire d'yeux bleus, qui paraissaient habituellement endormis, prendre secrètement l'alerte, et je connus par leur expression, une expression qui me glaça le sang et que je ne m'attendais guère à trouver en cet endroit, que depuis des années ces yeux lisaient sournoisement au fond des âmes. Le monde appelait celle qui possédait ces yeux bleus une bonne petite femme. Ce n'était point une Anglaise. J'étudiai sa nature par la suite,
Je l'appris par cœur dans ses replis les plus secrets et les plus cachés. Elle était la plus fine, la plus profonde, la plus subtile femme à projet de l'Europe. Lorsque tout fut réglé selon les intentions de Miss Kildare et que les recteurs furent entrés dans l'esprit de son projet au point de consentir à placer leur signature en tête de la liste de souscription, chacun pour une somme de 50 livres sterling, elle ordonna qu'on servît le souper. Elle avait recommandé à Mistress Gill de déployer toute son habileté dans la préparation de ce repas. M. Hall n'était pas un bon vivant. Il était naturellement sobre, mais Boultby et Elstone aimaient tous deux la bonne cuisine. Le souper, des plus recherchés, les mit d'excellente humeur. Ils lui firent raison, comme des gentlemen toutefois, et non comme eût fait M. Downe, s'il avait été présent. Les vins fins furent dégustés avec plaisir et discernement. Le capitaine Kildare fut complimenté sur son goût. Le compliment le charma. Il avait voulu satisfaire ses religieux convives. Il avait réussi, et son visage rayonnait de plaisir. Chapitre 14. L'exode de M. Downe. Le lendemain, Shirley exprima à Caroline combien elle avait éprouvé de plaisir dans la petite réunion de la veille. « J'aime à traiter une réunion d'hommes, disait-elle. Il est amusant d'observer comme ils savourent un repas bien préparé. Pour nous, vous le voyez, ces vins choisis et ces plats recherchés ne sont d'aucune importance, mais les hommes semblent conserver, à propos de la nourriture, quelque chose de la naïveté des enfants, et on aime à leur faire plaisir, c'est-à-dire quand ils montrent la convenance et la réserve de nos admirables recteurs. Je surveille Moore quelquefois, pour tâcher de découvrir la manière de lui faire plaisir. Mais il n'a rien de cette simplicité enfantine. Avez-vous jamais découvert son point vulnérable, Caroline ? Vous avez été plus que moi dans sa société. Ce n'est pas à coup sûr celui de mon oncle et du docteur Boultby, répondit en souriant Caroline. Elle éprouvait toujours une sorte de plaisir discret à suivre Miss Kildare dans la discussion sur le caractère de son cousin. Laissée à elle-même, elle n'eût jamais touché à ce sujet. Mais lorsqu'elle y était invitée, la tentation de parler de celui qui occupait incessamment sa pensée était irrésistible. « Mais, ajouta-t-elle, je ne sais réellement pas quel est ce point, car je n'ai jamais dans ma vie surveillé une seule fois Robert sans être déconcertée dans mon examen, en m'apercevant qu'il me surveillait lui-même. »« C'est cela !» s'écria Shirley. « Vous ne pouvez fixer vos yeux sur lui sans que les siens brillent aussitôt sur vous. Il n'est jamais pris au dépourvu. Jamais il ne vous donne l'avantage. Même lorsqu'il ne vous regarde pas, ses pensées ont l'air de courir à travers vos propres pensées, remontant à la source de vos paroles et de vos actions et contemplant vos motifs à son aise. Oh, je connais cette sorte de caractère, ou quelque chose dans le même genre. Cela me pique singulièrement. De quelle façon en êtes-vous affecté ? Cette question était un spécimen des soudaines et abruptes interrogations de Shirley. Dans les commencements, Caroline se troublait, mais elle avait maintenant trouvé la manière de parer ces attaques imprévues avec le calme d'une petite quakeresse. « Cela vous pique ? Et de quelle façon ?» dit-elle. « Le voici qui vient !» s'écria tout à coup Shirley, brisant l'entretien et courant à la fenêtre. « Voici une diversion qui nous arrive. Je ne vous ai jamais parlé d'une superbe conquête que j'ai faite récemment à l'une de ces réunions auxquelles je n'ai jamais pu vous persuader de m'accompagner. Et la chose a été faite sans effort et sans intention de ma part, cela je vous l'affirme. Voilà la sonnette qui s'agite. Par ma foi, en voilà deux. Est-ce qu'ils ne chassent jamais que par couple ? Il y en aura un pour vous, Lina, et vous aurez le choix. J'espère que je suis assez généreuse. Écoutez, Tartare. » Le chien au poil basané et au noir museau, dont il a été question dans le chapitre où le lecteur a fait la première fois connaissance avec sa maîtresse, donna en ce moment de la voix dans le vestibule. Et son aboiement creux retentit d'une manière formidable dans la vaste salle. Un grognement plus terrible que l'aboiement, et menaçant comme le grondement du tonnerre, se fit entendre ensuite.
« Écoutez !» s'écria de nouveau Shirley en riant. « On dirait le prélude d'un combat sanglant. Ils vont être effrayés. Ils ne connaissent pas comme moi le vieux Tartare. Ils ne savent pas que tout ce vacarme n'est que du bruit et une vaine furie, et ne signifie rien. » On entendit une certaine agitation. « À bas, monsieur! À bas !» s'écria une voix haute et impérieuse. Puis on entendit le bruit d'un bâton ou d'un fouet. Un hurlement, une course précipitée, un tumulte effroyable suivirent. « Oh, Malone! Malone! À bas! À bas! À bas !» criait la voix. « Il est réellement capable de les mettre en pièces !» s'écria Shirley. « Ils l'ont frappé, et il n'est pas accoutumé à recevoir des coups. Il s'en vengera. » Elle se précipita au dehors. Un homme grimpait précipitamment l'escalier du chêne, cherchant en grande hâte un refuge dans la galerie ou dans les chambres. Un autre se tenait fermement adossé au pied de l'escalier, brandissant un bâton noueux et répétant « À bas! À bas! À bas !» pendant qu'un énorme chien aboyait, hurlant, grondant autour de lui, et qu'une foule de domestiques accourait de la cuisine. Le chien s'élança. Le second gentleman tourna sur les talons et se précipita sur les pas de son compagnon. Le premier était déjà en sûreté dans une chambre, dont il ferma la porte au nez de son camarade, car il n'est rien d'aussi impitoyable que la terreur. Mais le second fugitif poussa vigoureusement, et la porte alla céder à ses efforts. « Messieurs !» leur cria Shirley de sa voix argentine mais vibrante. « Épargnez mes serrures, s'il vous plaît. Calmez-vous et descendez. Regardez Tartare, il ne ferait pas de mal à un chat. » Et elle caressait Tartare, qui s'était accroupi à ses pieds, allongeait ses pattes de devant, agitait sa queue d'une façon menaçante, faisait ronfler ses narines, et dont les yeux de bouledogue brillaient d'un feu sombre. C'était un honnête, fantastique, stupide, mais opiniâtre caractère de chien. Il aimait ses maîtresses, et John, l'homme qui lui donnait sa nourriture, mais était fort indifférent pour le reste du monde. Il était généralement assez calme, à moins qu'il ne fût frappé ou menacé d'un bâton. Dans ce cas, il devenait féroce. « Comment vous portez-vous, monsieur Malone ?» continua Shirley, en levant sa figure joyeuse vers la galerie. « Ce n'est pas là le chemin du parloir, c'est l'appartement de Mistress Prior. Priez votre ami monsieur Dawn de bien vouloir l'évacuer. J'aurai le plus grand plaisir de le recevoir dans une salle moins élevée. » s'écria Malone d'un rire sourd, quittant la porte et s'appuyant sur la massive balustrade. Réellement, cet animal a effrayé Dawn. Il est un peu timide, mon ami, continua-t-il en se redressant et s'avançant hardiment sur le devant de l'escalier. J'ai cru devoir le suivre afin de le rassurer. Et c'est ce que vous avez fait ? Eh bien, descendez, s'il vous plaît. John, montez l'escalier et allez délivrer monsieur Dawn. Prenez garde, monsieur Malone, l'escalier est glissant. Il était glissant, en effet, car il était en chêne poli. L'avertissement venait un peu tard pour Malone. Il avait glissé déjà dans sa descente et ne put se préserver d'une chute qu'en se cramponnant à la balustrade, ce qui fit craquer de nouveau toute la construction. Il sembla à Tartare que la descente du visiteur s'opérait avec un éclat inconvenant, et il se mit à gronder de nouveau. Malone, cependant, n'était pas un poltron. L'attaque imprévue du chien l'avait pris par surprise, mais il passait maintenant à côté de lui, avec plus de fureur réprimée que de crainte. S'il eût pu étrangler Tartare d'un regard, la pauvre bête n'eût pas respiré longtemps. Oubliant la politesse dans sa sombre rage, Malone entra au parloir avant Miss Kildare. Il regarda Miss Elstone et eut de la peine à se décider à la saluer. Il lança ensuite sur les deux ladies des regards furieux. Cependant, Shirley eut pitié de lui. Elle cessa de rire. Caroline était trop bien élevée pour se permettre même de sourire de quiconque subissait une mortification. Tartare fut renvoyé. Pierre-Auguste fut calmé, car Shirley avait des regards et une voix qui eussent calmé un taureau furieux. D'ailleurs, il ne manquait pas de bon sens, et puisqu'il ne pouvait provoquer le propriétaire du chien, ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de se montrer poli. Il essaya d'être aimable, et ses avances étant bien accueillies, il devint tout à coup tout à fait poli. Il était venu, d'ailleurs, dans l'intention d'être charmant et fascinateur. De fâcheux présages l'avaient accueilli dans sa première visite à Fieldhead, mais cet accident passé, il résolut de charmer et de séduire. Il était entré comme un lion. Il voulut sortir,
comme un agneau. Pour avoir de l'air sans doute, ou peut-être pour sortir plus facilement si cela devenait nécessaire, il s'assit non point sur le sofa, où Miss Kildare lui offrit une place, ni au coin du feu, à côté de Caroline, qui l'y invita avec un geste amical et plein de bienveillance, mais sur une chaise, auprès de la porte. N'étant plus sombre et furieux, il devint, selon son habitude, contraint et embarrassé. Il parla par excès et par boutade, choisissant pour sujet de sa conversation ce qu'il y avait de plus vulgaire. Il soupirait à chaque pause, et il soupirait même avant d'ouvrir la bouche. À la fin, voulant ajouter l'aisance à ses autres charmes, il appela à son aide un énorme mouchoir de poche en soie. C'était le gracieux Joujou qui devait occuper ses mains oisives. Il se mit à l'œuvre avec une certaine énergie. Il plia en coin le carré jaune et rouge, il le déplia en l'agitant, il le plia de nouveau et en fit une belle bande. À quel usage voulait-il appliquer cette ligature? En envelopperait-il son cou ou sa tête? S'en ferait-il une cravate ou un turban? Ni l'un ni l'autre. Pierre-Auguste avait un génie inventif et original. Il allait montrer à ces dames des grâces qui avaient au moins le charme de la nouveauté. Il s'assit sur sa chaise avec ses athlétiques jambes irlandaises croisées, et dans cette attitude commode, il passa le mouchoir autour de ses jambes et les attacha solidement. Il pensait évidemment que l'invention méritait les honneurs du bis, car il répéta plusieurs fois la même manœuvre. À la seconde fois, Shirley fut obligée d'aller à la fenêtre pour donner pleine liberté, sans être vue, à un rire qu'elle ne pouvait plus réprimer. Caroline détourna la tête pour cacher le sourire qui égayait son visage. Miss Elstone s'amusait fort de la contenance de Pierre-Auguste. Elle était parfaitement édifiée sur la complète et quelque peu abrupte diversion par laquelle il reportait à Miss Kildare les hommages qu'autrefois il lui adressait à elle-même. Les 5000 livres sterling qu'il supposait devoir un jour échoir à la nièce du recteur ne pouvaient point entrer en balance avec le domaine et le manoir de Miss Kildare. Il ne prenait aucune peine pour cacher ses calculs et sa tactique. Il faisait tout à coup volte-face. La poursuite de la petite fortune était ouvertement abandonnée pour celle de la grande. Par quels moyens espérait-il réussir? Il le savait sans doute, mais il ne comptait certainement pas sur d'habiles ménagements. D'après le temps qui s'était écoulé, il était évident que John avait eu quelques difficultés à persuader à M. Downe de descendre. À la fin, cependant, ce gentleman fit son apparition. Il ne se montra pas le moins du monde confus ou honteux de ce qui était arrivé. Downe, il est vrai, avait cette nature froide, flegmatique, inébranlable et pleine de confiance en elle-même, qui est insensible à la honte. Il n'avait pas encore rougi une fois dans sa vie. Aucune humiliation ne pouvait le confondre. Ses nerfs n'étaient point assez sensibles pour agiter son être et faire monter la couleur à ses joues. Il n'avait ni feu dans le sang, ni modestie dans l'âme. C'était la vulgarité impudente, arrogante, infatuée d'elle-même, vaine et insipide. Et ce personnage avait des vues sur Miss Kildare. Il ne savait pas plus comment s'y prendre, cependant, pour faire sa cour, que s'il eût été une statue taillée dans le bois. Jamais il n'avait eu l'idée qu'en semblable affaire, il fût nécessaire de plaire et de toucher le cœur. Son intention était, après lui avoir fait quelques visites de formalité, de lui adresser par écrit une proposition de mariage. Il se flattait d'être accepté à cause de son office. Il se voyait déjà le mari de Miss Kildare, le maître de Fieldhead, vivant confortablement, ayant des domestiques sous ses ordres, faisant grande chère, étant enfin un homme d'importance. Vous n'eussiez pas cependant soupçonné ses intentions lorsqu'il dit à sa future fiancée d'un ton fort impertinent: « Vous avez un chien très dangereux, Miss Kildare. Je m'étonne que vous gardiez un semblable animal. » « Vraiment, monsieur Downe. Peut-être vous étonnerez-vous bien davantage lorsque je vous aurai dit que je l'aime beaucoup. » « Vous ne pouvez parler sérieusement. Je ne puis m'imaginer qu'une lady aime cette brute. Il est si laid. Un vrai chien de charretier. Je vous en prie, pendez-le. » « Que je pende ce que j'aime ? » Et achetez à sa place un joli petit bichon au nez retroussé. Quelque chose d'approprié au beau sexe. Les ladies aiment généralement les petits chiens. Peut-être suis-je une exception ?
Oh, ce n'est pas possible. Toutes les dames se ressemblent dans ces sortes de choses. C'est universellement admis. Tartare vous a fait une terrible frayeur, monsieur Dawn. J'espère qu'il ne vous en arrivera aucun mal. J'en serais malade, assurément. Il m'a causé une révolution que je n'oublierai de longtemps. Quand je l'ai vu prêt à s'élancer, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Vous vous êtes peut-être évanoui dans la chambre à coucher? Vous y êtes resté bien longtemps. Non, j'avais résolu de défendre vigoureusement la porte. J'étais déterminé à ne laisser entrer personne. Je voulais ainsi élever une barrière entre moi et l'ennemi. Mais si votre ami Malone avait été déchiré? Malone doit prendre soin de lui-même. Votre homme m'a persuadé de sortir en m'assurant que le chien était enchaîné dans le chenil. Si je n'avais pas été convaincu de cela, je serais demeuré dans la chambre toute la journée. Mais que vois-je? Je déclare que cet homme m'a menti. Le chien est là. En effet, Tartare passa en ce moment devant la porte vitrée ouvrant sur le jardin, aussi menaçant, aussi rébarbatif que jamais. Il semblait encore de mauvaise humeur, il grognait toujours, et sifflait de ce sifflement à demi étranglé qu'il avait hérité de ses ancêtres les bulldogs. « Voici d'autres visiteurs qui arrivent, » dit Shirley, avec cette froideur provocante que les propriétaires de formidables chiens ont coutume de montrer pendant que leurs animaux font rage. Tartare bondit vers la porte extérieure avec une explosion de mugissements. Sa maîtresse ouvrit tranquillement la porte vitrée et se dirigea vers lui en lui parlant pour l'apaiser. Mais il n'aboyait déjà plus, et il présentait au nouveau venu sa tête énorme et stupide à caresser. « Hé, quoi, Tartare, Tartare !» disait une voix joyeuse et presque enfantine. « Est-ce que vous ne nous connaissez pas? Bonjour, mon vieux garçon !» Et le petit Sweeting, qui ne craignait ni homme, ni femme, ni brute, tant il avait conscience de l'influence exercée par sa bonne nature, passa la porte en caressant le gardien. Son recteur, M. Hall, le suivait. Il n'avait aucune crainte de Tartare non plus, et Tartare n'avait aucune mauvaise disposition contre lui. Il flaira les deux nouveaux venus de tous côtés, et comme s'il fût arrivé à cette conclusion qu'ils n'avaient point de mauvaises intentions et qu'on pouvait les laisser passer, il se retira devant la partie du manoir exposée au soleil, laissant le passage libre. M. Sweeting le suivit et eût voulu jouer avec lui, mais Tartare ne fit aucune attention à ses caresses. Les caresses de sa maîtresse seule pouvaient lui faire éprouver du plaisir, et il se montrait obstinément insensible à celles de tout autre. Shirley s'avança au-devant de messieurs Hall et Sweeting et leur donna de cordiales poignées de main. Ils étaient venus pour lui rendre compte du succès qu'ils avaient obtenu le matin même dans leur démarche pour recueillir des souscriptions au fonds de secours. Les yeux de M. Hall brillaient d'un doux et bienveillant éclat derrière ses lunettes. La bonté qui s'épanouissait sur sa figure la rendait positivement belle, et lorsque Caroline se précipita à sa rencontre et mit ses deux mains dans les siennes, il la regarda avec une expression aimable, sereine et affectueuse, qui lui donnait l'aspect d'un Melanchthon souriant. Au lieu de rentrer, ils se mirent à parcourir le jardin, les deux jeunes filles marchant de chaque côté de M. Hall. La journée était belle, la chaleur du soleil était tempérée par une douce brise. L'air rafraîchissait les joues des jeunes filles et jetait dans leurs chevelures bouclées un désordre gracieux. Toutes deux étaient jolies, l'une d'elles était gaie. M. Hall adressait plus souvent la parole à la plus brillante. Il regardait davantage celle qui était calme. Miss Kildare cueillit des fleurs à profusion. Elle en donna quelques-unes à Caroline en lui disant d'en composer un bouquet pour M. Hall. Et avec son tablier rempli de fleurs délicates et splendides, Caroline s'assit sur les marches d'un pavillon. Le recteur se tint debout auprès d'elle, appuyé sur sa canne. Shirley, qui ne pouvait être inhospitalière, appela les deux vicaires qu'on avait laissés seuls au parloir. Elle accompagna Dawn pour passer devant Tartare, qui, le museau allongé sur ses pattes de devant, ronflait au soleil. Dawn ne lui témoigna pas de reconnaissance. Il n'était jamais reconnaissant pour la bienveillance et les attentions, mais il était enchanté de la sauvegarde. Miss Kildare, désireuse de se montrer impartiale, offrit des fleurs aux vicaires. Ils les acceptèrent avec leur gaucherie native.
Malone parut surtout fort embarrassé, avec son bouquet dans une main et son bâton dans l'autre. Le « je vous remercie » de Dawn fut curieux à entendre. C'était, comme ton, ce que l'on pouvait imaginer de plus fat et de plus arrogant. Il avait l'air de considérer l'offrande comme un hommage rendu à son mérite et une tentative de la part de l'héritière pour gagner son inappréciable affection. Sweeting seul reçut la poétique offrande comme un vif et sensible petit homme qu'il était, et la mit galamment à sa boutonnière. Comme récompense de ses bonnes manières, Miss Kildare le prit à part et lui donna une commission qui fit étinceler ses yeux de plaisir. Il partit comme un trait, en tournant la cour vers la cuisine. Il n'était pas besoin de lui donner des instructions. Partout, il était comme chez lui. Bientôt, il reparut, portant une table ronde qu'il plaça sous le cèdre. Puis il réunit 6 chaises de jardin qu'il trouva dans les différents bosquets et les plaça en cercle. La domestique, Miss Kildare n'avait point de valet, arriva avec le service. Sweeting l'aida à placer les assiettes, les verres, les couteaux et les fourchettes. Il l'aida aussi à servir un joli goûter, consistant en volailles froides, jambon et pâtisserie. Shirley aimait à offrir cette sorte de régal impromptu à quiconque venait la visiter, et rien ne lui plaisait plus que d'avoir un petit ami alerte et obligeant, comme Sweeting, pour recevoir joyeusement et exécuter lestement ses instructions hospitalières. David et elle étaient dans les meilleurs termes, et son dévouement pour l'héritière était tout désintéressé, et ne portait nul préjudice à la fidélité inébranlable qu'il avait vouée à la magnifique Dora Sykes. Le repas devint d'une gaieté fort vive, à laquelle Dawn et Malone, il est vrai, contribuèrent peu, uniquement occupés qu'ils étaient avec le couteau, la fourchette et le verre. Mais où 4 personnes comme Monsieur Hall, David Sweeting, Shirley et Caroline étaient réunies, amicalement autour d'une table, au milieu d'une verte pelouse, sous un ciel radieux parmi les fleurs, il ne pouvait y avoir de tristesse. Dans le cours de la conversation, Monsieur Hall rappela aux ladies que la Pentecôte approchait, et que ce jour-là devait avoir lieu la grande réunion des écoles du dimanche, le thé monstre et la procession des 3 paroisses de Briarfield, de Winbury et de Nunneley. Il savait, disait-il, que Caroline serait à son poste comme maîtresse d'une classe, et il espérait que Miss Kildare n'y manquerait pas, et voudrait bien faire sa première apparition publique parmi eux ce jour-là. Shirley n'était pas femme à manquer une occasion semblable. Elle aimait l'excitation, la joie, la concentration et la combinaison de plaisants amusements, une réunion de visages joyeux et de cœurs contents. Elle dit à M. Hall qu'on pouvait avec certitude compter sur elle, qu'elle ne savait pas ce qu'on pouvait lui donner à faire, mais que l'on pouvait disposer d'elle, à volonté. « Et vous, monsieur Hall, vous allez me promettre de venir à ma table et de vous asseoir à côté de moi, dit Caroline. Je n'y manquerai pas. Deo volente, dit-il. J'ai occupé la place à sa droite, à ces thés monstres les 6 dernières années, continua-t-il en se tournant vers Shirley. On la fit maîtresse d'une classe du dimanche lorsqu'elle n'était encore qu'une petite fille de 12 ans. Elle n'était pas très confiante de sa nature, comme vous avez pu le remarquer, et la première fois qu'elle eut à disposer le service et à faire le thé en public, elle rougissait et tremblait d'une façon pitoyable. Je remarquai sa panique muette, les tasses se heurtaient sous sa petite main, et la théière trop remplie débordait. Je vins à son aide. Je pris un siège à côté d'elle, je m'emparai de l'urne et du plateau. Enfin, je fis le thé à sa place, comme eût pu le faire une vieille femme. « Je vous fus très reconnaissante, » dit Caroline. « C'est vrai. Vous me témoignâtes cette reconnaissance avec une sincérité et une vivacité qui me récompensèrent amplement. Elle n'agit point, Miss Kildare, comme la majorité de nos petites ladies de 12 ans, que vous pouvez aider et caresser à plaisir sans qu'elles se montrent plus touchées de votre bienveillance que si elles étaient de bois ou de cire. Caroline resta auprès de moi le reste de la soirée. Elle se promena avec moi sur la prairie où jouaient les enfants. Elle me suivit à la sacristie quand tout le monde fut rappelé à l'église. Elle serait, je crois, montée avec moi en chair si je n'avais pris la précaution de la conduire auparavant dans le banc de la rectorerie. Et depuis, il a toujours été mon ami, dit Caroline. Et toujours, je me suis assis à sa table auprès d'elle pour lui présenter les tasses.
Voilà l'étendue de mes services. La première chose que je ferai pour elle maintenant sera de la marier un jour avec quelque vicaire ou propriétaire de fabrique. Mais faites attention, Caroline. Je prendrai des renseignements sur le caractère de votre futur. Et si ce n'est pas un gentleman qui promette de rendre heureuse la petite fille que je promenais par la main dans la prairie de Nunneley, je n'officierai pas. Ainsi, prenez garde. La vie est inutile. Je ne me marierai pas. Je demeurerai fille, comme votre sœur Marguerite, monsieur Hall. Fort bien. Vous pourriez faire plus mal. Marguerite n'est pas malheureuse. Elle a ses livres pour son plaisir, son frère a soigné et elle est contente. Si vous aviez jamais besoin d'une maison, s'il arrivait un jour que la rectorerie de Briarfield ne fût plus à vous, venez à la cure de Nunneley. Si la vieille fille et le vieux célibataire sont encore de ce monde, ils vous feront un tendre accueil. Voilà vos fleurs. Je sais, dit Caroline, qui avait gardé le bouquet qu'elle avait préparé pour lui jusqu'à ce moment. Que vous ne vous souciez pas d'un bouquet, mais vous le donnerez à Marguerite. Seulement, pour être une fois sentimentale, gardez cette petite, ne m'oubliez pas. C'est une petite fleur sauvage que j'ai cueillie sous l'herbe, et pour être encore plus sentimentale, laissez-moi prendre 2 ou 3 de ces pétales bleus et les mettre dans mon souvenir. Et elle prit un petit livre à couverture d'émail et à fermoir d'argent, l'ouvrit, y plaça les pétales et écrivit autour au rayon. À conserver pour le révérend Cyril Hall, mon ami, mai 1800. Le révérend Cyril Hall, de son côté, plaça une tige en sûreté entre 3 feuillets d'un Nouveau Testament de poche. Dans la marge, le seul mot, Caroline. Et maintenant, dit-il en souriant, j'espère que nous voilà suffisamment romanesques. Miss Kildare, continua-t-il. Les vicaires, dans cette conversation, étaient trop occupés de leurs propres plaisanteries pour remarquer ce qui se passait à l'autre bout de la table. J'espère que vous allez rire de ce trait d'exaltation du vieux curé à tête grise, mais je suis si accoutumée à obéir à votre jeune ami que je ne sais rien lui refuser. Vous direz sans doute que les fleurs et les « ne m'oubliez pas » ne sont pas mon affaire, mais vous le voyez, lorsqu'on me demande d'être sentimentale, j'obéis. Il l'est d'ailleurs naturellement, fit remarquer Caroline. Marguerite me l'a dit, et je sais ce qui lui fait plaisir. Que vous soyez bonne et heureuse. Oui, c'est là un de mes plus grands plaisirs. Puisse Dieu vous conserver longtemps le bienfait de la paix et de l'innocence. Innocence comparative, je veux dire, car devant lui, je le sais, nul n'est pur. Ce qui, à nos perceptions humaines, semble sans tache et pur comme les anges, n'est pour lui que fragilité, qui a besoin d'être purifié par le sang de son Fils et soutenu par la force du Saint-Esprit. Entretenons-nous tous dans des sentiments d'humilité, moi comme vous, mes jeunes amis, et nous pouvons bien être humbles quand nous regardons dans notre cœur que nous y voyons des tentations, des inconséquences, des propensions qui nous font rougir. Et ce n'est pas la jeunesse, la bonne mine, la grâce, ni aucun charme extérieur qui constitue la beauté aux yeux de Dieu. Jeunes ladies, lorsque votre miroir ou la langue des hommes vous flatte, souvenez-vous qu'aux yeux du Créateur, Marie-Anne Henley, une femme dont jamais miroir ni louanges humaines n'a fait le panégyrique, est plus belle et meilleure que vous. Oui, meilleure que vous, répéta-t-il après une pause. Vous, jeune personne tout entière à vous-même et à vos terrestres espérances, vous ne vivez nullement de la vie du Christ. Peut-être ne le pouvez-vous pas encore. L'existence vous est si douce et la terre si souriante. Elle, avec un cœur humble et une vénération sainte, marche de près sur les traces de son Rédempteur. En ce moment, la voix criarde de Dawn couvrit la douce parole de M. Hall. « fit-il, débarrassant sa gorge, évidemment, pour un speech de quelque importance. « Miss Kildare, votre attention un instant, s'il vous plaît. »« Eh bien, dit nonchalamment Shirley, qu'y a-t-il ? J'écoute. Tout ce qui en moi n'est pas œil est oreille en ce moment. »« J'espère qu'une partie de vous-même est main aussi, reprit Dawn dans le jargon présomptueux et vulgaire qui lui était familier.
Et une autre partie, bourse. C'est à la main et à la bourse que je me propose de faire appel. Je suis venue ce matin dans l'intention de solliciter de vous. Vous auriez dû vous adresser à Mistress Gill. Elle est mon aumônière. Pour solliciter de vous une souscription en faveur d'une école. Moi et le docteur Bowlby avons l'intention d'en ériger une dans le hameau d'Ecclefig, qui dépend de notre cure de Winbury. Les baptistes se sont emparés de ce hameau. Ils ont là une chapelle, et nous voulons leur disputer le terrain. Mais je n'ai rien à faire à Ecclefig. Je n'y possède aucune propriété. Qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes une femme dévouée à l'Église, n'est-ce pas? Admirable créature, murmura intérieurement Shirley. Quelle exquise convenance, quel ton, quel ravissement il excite en moi. Puis elle dit à haute voix. Certainement, je suis dévouée à l'Église. Alors vous ne pouvez refuser votre souscription en cette circonstance. La population d'Ecclefig est un tas de brutes. Nous voulons les civiliser. Qui sera le missionnaire? Moi, probablement. Vous ne craignez pas d'échouer par le manque de sympathie de votre troupeau? J'espère que non. J'attends le succès. Mais il nous faut de l'argent. Voilà le papier. Je vous en prie, inscrivez une belle somme. Rarement Shirley refusait une demande d'argent. Elle inscrivit son nom pour 5 guinées. Après les 300 qu'elle venait de donner, et les petites sommes qu'elle donnait chaque jour, c'était tout ce qu'elle pouvait alors accorder. Donne déclara la souscription méprisable et demanda brusquement davantage. Miss Kildare rougit d'indignation et plus encore d'étonnement. « En ce moment, je ne donnerai rien de plus, dit-elle. « Vous ne me donnerez rien de plus. Moi qui m'attendais à vous voir vous inscrire en tête de la liste pour une 100 de guinées. Avec votre fortune, vous ne devriez jamais mettre votre signature pour une moindre somme. » Shirley garda le silence. « En vérité, continua Donne, une lady qui a 1000 livres sterling de revenus devrait avoir honte de donner 5 guinées pour une œuvre de bienfaisance. » Shirley, si rarement hautaine, le paraissait en ce moment. Ses traits distingués prirent tout à coup une expression de dédain méprisable. « Étrange remarque, dit-elle, et des plus inconsidérées. Un reproche comme remerciement d'une libéralité est chose tout à fait déplacée. » « Une libéralité? Appelez-vous 5 guinées une libéralité? » « Oui. Et cette libéralité, si je ne l'avais faite à l'école projetée du docteur Bowlby, école dont j'approuve l'érection, et nullement à son vicaire, qui me paraît fort mal avisé dans sa manière de solliciter et d'extorquer des souscriptions, sans cette considération, cette libéralité, je le répète, je la retirerais à l'instant. » Dawn avait l'épiderme épais. Il ne sentit pas la moitié de ce que le ton, le regard de son interlocutrice voulaient dire. Il ne savait sur quel terrain il se trouvait. « Quel misérable pays que ce Yorkshire !» continua-t-il. « Je n'eusse jamais pu m'en former une idée si je ne l'avais vu. Et quel peuple, riches et pauvres, comme ils sont grossiers et incultes, comme ils seraient traités dans le sud. » Shirley était appuyé en avant sur la table. Ses narines se dilataient légèrement, et ses doigts effilés s'entrelaçaient et se comprimaient avec force. « Les riches, poursuivit l'infatué et aveugle Dawn, sont un tas d'avares, ne vivant jamais comme ils devraient le faire avec leur fortune. C'est à peine si l'on trouve une famille qui ait une voiture convenable et un sommelier. Quant aux pauvres, voyez-les se presser en foule aux portes de l'église les jours de mariage et d'enterrement, piétinant en sabots, les hommes en manches de chemise et avec leurs tabliers de quart d'heure de laine, les femmes en bonnet et en robe de nuit. Ils mériteraient positivement qu'on lançât au milieu d'eux une vache furieuse pour les mettre en déroute. Comme ce serait drôle. Là, vous avez atteint la limite, dit Shirley avec calme. Vous avez atteint la limite, répéta-t-elle en lui lançant son regard étincelant. Vous ne pouvez la dépasser. Et, ajouta-t-elle en appuyant sur les mots, vous ne la dépasserez pas dans la maison. Elle se leva. Personne n'eût pu l'arrêter alors, car elle était exaspérée. Elle marcha droit aux portes du jardin, qu'elle ouvrit toutes grandes. « Sortez !» dit-elle, « et vivement, et ne remettez jamais les pieds dans cette maison !» Dawn était abasourdie. Pendant tout le temps,
Il avait cru se montrer à son grand avantage et comme une personne du premier ton. Il s'imaginait produire une impression étourdissante. N'avait-il pas exprimé son dédain pour tout ce qui tenait au Yorkshire? Quelle preuve plus concluante pouvait-il donner de sa supériorité sur les habitants de ce comté? Et malgré cela, il allait se voir jeter comme un chien à la porte d'un jardin du Yorkshire. Dans de telles circonstances, où était l'enchaînement mutuel des causes? Débarrassez-moi de votre présence à l'instant. À l'instant, réitéra Shirley en le voyant hésiter. Madame, un ecclésiastique. Chassez un ecclésiastique. Fussiez-vous un archevêque, vous venez de me prouver que vous n'êtes pas un gentleman. Vous allez sortir, et promptement. Sa résolution était inébranlable. Ce n'était pas un jeu. D'ailleurs, Tartare se levait. Il apercevait les symptômes d'une commotion et manifestait l'intention d'y jouer son rôle. Il n'y avait évidemment pas d'autre parti à prendre, et Dawn opéra son exode. L'héritière lui envoya une profonde révérence en fermant la porte sur lui. Comment ce prêtre pompeux ose-t-il traiter ainsi ses paroissiens? Comment cet infatué Cockney ose-t-il mépriser le Yorkshire? Fut la seule observation de Shirley en revenant prendre sa place à table. Bientôt, la réunion se sépara. Le front assombri, la lèvre contractée, l'œil en feu, Shirley ne paraissait nullement disposée à prendre sa part de joyeux amusements. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. Alors, pour tout vous avouer, j'ai décidé de passer la seconde, mais en termes d'enregistrement, pas en termes de diffusion des épisodes. Je trouve pas ça long, mais je trouve que... Mais en fait, la perspective de mettre sans doute encore 3 mois à le lire, ça me paraît beaucoup trop long, donc je préfère en fait enregistrer un petit peu en avance. Là, j'enregistre le samedi 10 janvier, mais pas pour le dimanche 11, mais pour le dimanche suivant. Dimanche 18, par là. Bon, c'est pas bien grave, hein. On est à 82% du premier volume, donc du premier e-book sur 2 e-books. Et ce premier e-book fait environ... fait un peu plus que la moitié de l'histoire. On va encore avoir deux dimanches pour finir cet e-book là avant d'attaquer l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on a lu les chapitres 13 et 14 où on avait beaucoup de Caroline et de Shirley. Et je trouve intéressant justement le personnage de Shirley et je trouve intéressant aussi ce qui peut se profiler. Parce que moi j'avais l'impression en fait, si vous voulez, sur la relation entre Caroline, Robert et Shirley, que Robert et Caroline, il n'y a pas de grand doute à avoir, il y a une grande affection l'un pour l'autre, qui est réciproque, qui est peut-être pas du même niveau. Parce que Caroline est très amoureuse de Robert, mais a renoncé en fait à lui en se disant qu'il allait épouser Shirley et que c'était le mieux à faire pour lui parce que elle avait de la fortune et qu'elle était tellement mieux qu'elle, en gros, que Shirley est tellement mieux que Caroline. Robert, je pense qu'il a une grande affection pour Caroline, mais pour moi, c'est une grande amitié. Pour moi, Caroline est vraiment très proche de son cœur, mais je suis pas persuadée que ce soit de l'amour. Que ce soit de l'amour comme un homme et une femme, comme un futur mari et une future épouse, par exemple. J'ai pas l'impression. Il est un peu à ses petits soins, il a remarqué qu'elle avait... qu'elle paraissait un petit peu plus... un peu plus fragile sur un plan de la santé. Donc vraiment, il fait attention à elle, mais est-ce qu'il fait pas attention à elle comme il ferait attention un peu à une petite sœur un peu fragile, ou une petite cousine, quelque chose comme ça, parce que c'est sa cousine, hein. Demi-sœur, hein. Enfin demi-cousine, mais c'est quand même une cousine. Et je me demandais en fait où est-ce que Shirley se situait par rapport à ça, parce que pour moi, Robert, il a un peu dans la tête d'épouser Shirley. Enfin, c'est pas que Robert a un peu dans la tête, c'est Robert a dans la tête d'épouser Shirley pour la dot, hein, et puis pour sortir son entreprise de
des galères financières. Et Shirley, j'ai pas l'impression qu'elle soit... Elle a 21 ans. Donc, de mémoire, là, elle est majeure, mais elle n'est pas mariée. Caroline est mineure pour moi. Pour moi, c'est 21 ans, il me semble, la majorité. J'ai un doute. Hein. Par contre, ce sont des femmes qui sont en âge d'être mariées. Et Shirley, elle commence à être presque vieille fille, 21 ans. Parce que souvenez-vous des livres de Jane Austen. Il me semble que Elinor Dashwood, dans Raison et Sensibilité, elle a 25 ans par là. Jane, dans Orgueil et Préjugés, la sœur aînée de Lizzie, elle a bien 24 ans, quelque chose comme ça. Et une jeune fille de 15 ans, dans une de ces histoires-là, finit par se marier. Je vous dis pas qui c'est parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais bref, c'est une jeune fille très délurée, pas du tout la tête sur ses épaules, et pas grand chose à foutre des conséquences. Elle voulait se marier en premier, elle s'est mariée en premier. Caroline, j'ai pas l'impression qu'elle soit très pressée de se marier. Parce que j'ai pas capté vraiment qui s'occupe d'elle, entre guillemets, parce que j'ai l'impression qu'elle se gère. Qu'elle se gère toute seule, qu'elle parle un peu du capitaine Kildare, qu'elle a une attitude avec des traits masculins, le fait de parler de capitaine Kildare et compagnie, je la trouve quand même familière avec les hommes, même si elle les recale, mais grave. Elle les recale grave quand ils ne lui plaisent pas. Bon, Dawn, je pense que vous avez oublié qui c'était, mais il y avait au tout début, je crois que c'est le premier chapitre de ce roman-là, où on a 3 vicaires qui sont invités, je sais plus chez qui, peut-être bien chez Elstone. Et en fait, ils sont en train de bouffer, de picoler et compagnie. Et je me demande même si c'est pas Caroline qui est en train un peu de gérer ce repas-là. Parce qu'ils se sont invités, c'était pas prévu, donc elle va voir avec la cuisinière, il y aurait pas moyen de leur faire à manger, tout ça, ils sont 3 en plus Dawn, ils mangent beaucoup. Je crois qu'il y avait une scène qui était un peu de ce genre-là. Et c'est rigolo de... Vous voyez, Caroline, je trouve qu'on est beaucoup sur un personnage qui est très timide. Et là, c'était intéressant de la voir avec Hall. Je sais plus si c'est le médecin Hall ou je sais pas quoi. Mais un vieux garçon de 45 ans qui vit avec sa sœur qui est vieille fille. Et oui, donc il l'a connue toute petite. En fait, il l'a connue, elle avait 12 ans. Ah non, 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 c'est un vicaire aussi, je crois. Parce il va sur la chaire et compagnie. Il monte à sa chaire. Et c'était intéressant de la voir complice avec un homme qu'elle a connu alors qu'elle était petite fille. Et on voit le côté... Caroline, elle est très obéissante, elle est très loyale, elle a plein de qualités. Mais bon, Caroline, elle peut se faire littéralement bouffer parce que les gens peuvent facilement abuser de sa gentillesse. Shirley, non. Je sais plus... Bon, honnêtement, moi j'ai très envie que Caroline elle finisse avec Robert, parce que je trouve qu'il y a il y a une jolie complicité entre les deux. Mais j'aimerais bien voir Shirley mariée aussi. Et j'aimerais bien voir Shirley mariée, mais avec qui? Parce qu'à mon avis, ce petit bout de femme-là, elle a un sacré caractère. Je pense qu'elle est consciente qu'il va y avoir des hommes qui vont chercher à se marier avec elle parce qu'elle a un très bon revenu. Donc c'est un bon parti. Et à l'époque, il y avait aussi les chasseurs de dot. Donc c'était les nobles désargentés ou les bourgeois, enfin les gens qui n'avaient pas trop de thunes, qui cherchaient à épouser une femme qui en avait pour maintenir leur position ou pour grimper en gros d'un échelon dans la chaîne alimentaire de l'aristocratie. Et elle est intéressante, Shirley, pour ça. Mais je crois que ça la fait chier. Et je trouve très intéressant justement qu'elle se dise mais j'ai beaucoup d'argent, je sais pas quoi en faire, et qu'elle parce
elle profite pas quelque part de ses grands revenus. Parce que les 1000 livres, je crois que c'est 1000 livres par an, c'est déjà une fortune. Mais il me semble que ce sont des intérêts. Ce qui veut dire qu'à la banque, il y a beaucoup plus que ça. Si je me trompe pas, hein, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Moi, c'est ce que je comprends. Enfin bref, elle a vraiment de l'argent. Elle a vraiment de l'argent dans un comté, je crois qu'on parle de comté, le Yorkshire, qui est pauvre. Euh, Parce que là, aller habiller des gens qui sont nus, bon, je pense qu'ils sont pas nus non plus, mais enfin des gens qui ont des fringues où on voit à travers ou des trucs comme ça, ou qui crèvent la dalle comme comme l'ancien ouvrier de Robert là qu'il avait essayé de refiler à je sais plus qui pour travailler dans le jardin. Il y a vraiment des gens qui crèvent la dalle quoi. Il y a une espèce de reconnaissance sociale dans ce milieu-là on est privilégié, on va en fait distribuer notre argent. Mais quelque part, il y a un truc un peu contrôlant, parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, je pense que Shirley, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui aille acheter à manger pour distribuer à manger, quelqu'un qui aille acheter des vêtements pour distribuer des vêtements, et elle voulait aussi repérer les familles à qui elle pouvait donner directement une petite pièce sans que globalement, enfin bon, moi je l'ai compris comme ça, sans que les personnes aillent dépenser cet argent-là de manière inconsidérée. Ce qui veut dire qu'on est dans un espèce de contrôle social d'où va cet argent qu'elle donne. Donc quelque part, pourquoi pas, mais quelque part, une fois que tu as donné une pièce à quelqu'un, en quoi ça te regarde ce qu'il en fait? Un petit peu en fait comme quand on donne une pièce à quelqu'un qui fait la manche dans la rue. On peut tirer la tronche parce que la personne va s'acheter une bière ou des clopes, mais peut-être que la personne elle va juste aller s'acheter à manger parce qu'elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Donc quelque part en fait, il y a cette espèce de contrôle social. Mais c'est un contrôle social que je comprends. C'est un contrôle social que je comprends de la part de Shirley ou que les ou même de nos jours en fait un contrôle social qui se fasse sur s'il y a des sommes qui sont attribuées à quelqu'un pour une raison particulière, bah, qu'ils aillent pas le dépenser pour autre chose. Mais je trouve que c'est un terrain un peu glissant de nos jours. Quand on peut entendre par exemple quand on peut entendre par exemple des fois des réactions sur que font les parents avec la prime de rentrée scolaire. Eh ben, moi j'aurais une petite tendance à vous dire de quoi je me mêle. Je sais pas, c'est cool. C'est comme vous. Enfin, après, chacun pense comme il veut, il n'y a pas de souci. Je ne recherche pas, en fait, quand je dis des choses comme ça, je ne recherche pas des gens qui sont d'accord avec moi. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Je ne veux pas vous convaincre non plus pour que vous pensiez tous comme moi, parce que moi je pense tellement mieux que tout le monde. Je suis pas là-dedans non plus. Mais après j'ai ma petite fenêtre d'ancienne travailleuse sociale aussi qui me dit telle famille là qui reçoit la prime de rentrée scolaire, elle peut acheter des fringues pour ses enfants pour la rentrée, elle peut acheter des cartables et compagnie, normalement c'est fait pour ça. Mais ça me choque pas non plus qu'ils préparent des anniversaires avec. Mais après, je sais il y a certains argents publics qui vont être donnés à des personnes qui doivent servir à ce pourquoi c'est fait. Petite parenthèse, micro-parenthèse, dans le cadre des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, ou de familles. Je sais pas si ça marche pour les familles qui sont suivies par l'aide sociale à l'enfance, mais bref, il y a des primes vêtures. Les primes vêtures, je sais plus exactement combien c'est pas non plus mirobolant, mais en gros, c'est fait pour acheter à l'enfant, à l'adolescent, des fringues. Ce qui veut dire que si on lui débloque, de mémoire, je crois que c'était 120 balles, mais je sais plus tous les combien. Si on lui débloque 120 balles à la personne, en fait, elle doit fournir les tickets de caisse. Donc, c'est pas s'acheter une cartouche de clope, c'est s'acheter des chaussures, des vêtements, une doudoune, des gants.
par exemple. Des vêtements, quoi. Donc, vous voyez, il y a des choses où le contrôle social va être plus lâche. Genre, on vous donne telle somme pour la rentrée scolaire, vous en faites ce que vous voulez. Et il y a des sommes qui vont être beaucoup plus contrôlées, comme là, la prime vêture, c'est fait pour acheter des vêtements. Et si tu arrives en disant que tu as acheté un poulet, et ben ton poulet, il sera pas remboursé. Parce que c'est pas un vêtement. Voilà. Mais bref, j'aime bien ce côté un peu entreprenant chez Shirley. Et ce côté aussi, enfin entreprenant dans le style un peu entrepreneur. Enfin, j'entreprends. Pas entreprendre avec quelqu'un. On n'est pas là-dedans. Et j'aime bien le fait qu'elle se dise, je veux donner de l'argent parce que en gros ça n'a pas de sens que j'en ai autant. Je veux que cet argent serve aux personnes qui sont pauvres, qui sont allées du Yorkshire, hein, si vous vous souvenez. C'est pour ça qu'elle s'est vexée quand Don il a fait ses remarques à la con sur le Yorkshire. Et je trouve que elle est capable d'humilité aussi parce qu'elle a dit à Caroline, moi je sais pas faire. Donc, et puis je pense qu'elle n'a pas vécu dans le Yorkshire depuis un moment, ce qui fait qu'elle connaît pas les gens. Et Miss Henley, là, la vieille fille ou la vieille ladies, la vieille veuve, elle connaît les gens. Elle sait que telle famille, ça serait bien de leur filer un petit peu à manger. Telle autre famille, oui, il n'y a pas de souci, le père il gère bien, on peut lui donner quelques sous. Euh, Elle connaît en fait tout ça. Ce que Shirley ne connaît pas. Et peut-être que Shirley, elle a quand même, vous voyez, il y avait le côté un peu aristocratique des fois. Shirley, elle a quand même peut-être une barrière aussi avec le peuple, entre guillemets. Pas forcément une barrière qu'elle met elle-même, mais que, vu la place qu'elle a, est-ce qu'elle peut approcher un pauvre euh, sans que les gens veuillent la protéger. Mais j'aime bien ce personnage, hein. Elle est cool, Shirley, hein. J'aime bien Caroline aussi. Ça m'intrigue du coup de voir ce que vont faire les autres. Et là, enfin, le truc ça me hérisse un petit peu, mais bon, c'était l'époque. Madame Henley, en gros, elle dit, oui, bon, ok, moi je vais faire une liste et compagnie, mais c'est l'église qui gère, donc c'est les vicaires, donc c'est les hommes. Ok. Madame Henley, je pense qu'elle a 40-50 ans, donc c'est une génération ou deux, une génération avant, donc peut-être encore plus subissant le patriarcat, j'aime pas ce mot-là, mais qu'elle mette ces conditions-là, qui soient acceptées par conditions qui soient acceptées par Shirley, je trouve que c'est bien. Mais Shirley, je suis pas sûre qu'elle va tant que ça se soumettre en fait au vicaire. La preuve, elle en a foutu un dehors. Et personne n'a bougé une oreille. Hein. Et là, je pense que c'était limite que elle disait à son chien, va lui manger le mollet. Va lui manger le mollet à l'autre con là qui, lui, si tu le vois, tu le bouffes. Enfin bref. Donc Dawn, il est, en fait Dawn, ça s'écrit comme donne. Je donne, tu donnes. Enfin non, je donne, il donne. Mais j'essaye de le dire comme ça vient. Je pense que Madame Henley, j'ai dû le dire aussi, Henley, c'est pas grave. C'est la même. Mais bref, Dawn, il a été méga, enfin, il a été très vexé. Je sais pas s'il a un potentiel de nuisance, à part se faire inviter à droite à gauche et manger comme quatre. Je sais pas s'il peut nuire à Shirley. Parce qu'on n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même cour. Et est-ce que c'était lui qui voulait se marier avec elle? Parce que là, j'aurais une petite tendance à dire que c'est mal barré. Je sais pas vous. Enfin, je me souviens plus exactement. Je sais pas si c'était ce vicaire-là ou un autre qui s'était dit tiens, je vais peut-être lui demander de m'épouser. Bah, si c'est lui, c'est mal barré. Et qu'est-ce que je voulais dire sinon? J'avais trouvé un autre truc brillant à vous dire. Euh... Oui, Dawn là qui fait la tronche parce que euh, Shirley là, elle vient de claquer 300 balles et que elle ne lui en donne que 5 pour son école.
je trouve que c'est un petit peu abusé aussi. C'est un peu du genre de quoi je me mêle. Donc elle a tout à fait... Enfin, elle a tout à fait le droit de l'envoyer bouler. Hein. C'est pas non plus une vache à lait et elle fait ce qu'elle veut de sa thune. Et même si elle voulait ne plus rien donner et en vivre grassement, et ben elle pouvait tout à fait le faire, quoi. Il n'y a pas de souci. Enfin, les gens font ce qu'ils vont. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur thune. Voilà. Je m'arrête là. Donc, il va rester encore 2 dimanches pour finir ce e-book-là. Donc, quand on aura fini celui-là, on aura fini, on va dire, un peu plus de la moitié du roman. C'est un peu long, mais je ne trouve pas ça chiant. En fait, je trouve que c'est très précis et j'aime bien, en fait. J'aime bien. Ce qui me donne envie de lire peut-être d'autres livres de Charlotte Brontë. Mais je pense que d'ici là, je vais continuer en fait pendant quelques temps les nouvelles fantastiques, là, des dimensions fantastiques ou de la dimension fantastique. Mais je pense que je ferai une pause et qu'après, je vais attaquer le samedi, je vais attaquer un petit peu de nouvelles de Sherlock. Je crois que c'est les aventures de Sherlock. Les aventures de Sherlock. Le recueil suivant, il fait 12 nouvelles, mais lui, je vais faire par exemple, je vais couper en fait. J'en lirai que 6 parce que je m'étais un petit peu lassée en lisant le précédent recueil. Ce qui veut dire que je pense que je vais faire 5-6 nouvelles fantastiques, 6 nouvelles de Sherlock, on va retourner un peu sur du fantastique, et on va retourner sur du Sherlock, et après ça sera l'été. Peut-être bien, et peut-être bien que pour l'été, depuis le temps que je le dis, je lirai peut-être un petit peu de... comment dire, je lirai peut-être un petit peu des Mille et une nuits, le tome 2. On a lu à peu près un recueil sur 4, donc peut-être que j'attaquerai le deuxième là. Donc voilà. Après, je pense que je partirai sur un autre roman, mais un roman court, après Shirley, parce que Shirley, ça prend pas mal de temps. Peut-être Histoire des deux mariés de Balzac. C'est un échange épistolaire, c'est pas très long. Par contre, comme c'est de l'épistolaire, ça va être un peu chiant à couper. Je ferai comme ça vient. Mais peut-être des vidéos qui seront un peu moins longues à monter parce que Shirley, elle demande quand même pas mal de temps. Je vous souhaite un très bon dimanche. À mercredi pour une autre vidéo sur je sais pas quoi. On verra, surprise, comme je tourne en avance. Et à bientôt. Salut!